Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi 13 décembre. Une boulangerie qui fait son beurre avec du pain rassis. À Nîmes, la boutique au pain de la veille commercialise les invendus à prix cassé. Campagne sous haute tension à Béziers à l'approche du second tour de l'élection législative partielle. Opposée à l'UMP, Eliabou, la socialiste Dolores Roquet ne pourra pas présenter de profession de foi. Le chantier de la gare Saint-Roch à Montpellier. D'ici 2014, le bâtiment sera entièrement restructuré et modernisé. Coût des travaux, 56 millions d'euros. Et puis en fin de journal, nous irons au musée Fabre à Montpellier. Depuis quelques semaines, le service éducatif y propose des visites dédiées aux élèves des lycées agricoles de l'académie. Baguettes, viennoiseries et petits gâteaux à bas prix. Depuis 2 semaines à Nîmes, la boutique au pain de la veille propose les produits du jour précédent à moitié prix. Une douzaine de boulangeries nîmoises approvisionnent le magasin avec leurs invendus. Mais la Chambre de métier et d'artisanat du Gard alerte, il ne s'agit pas de spéculer sur le stock d'invendus. Au regard de la loi, une boulangerie doit fabriquer et vendre du pain frais. Reportage Olivier Michel. La baguette de la veille à 40 centimes fait parler d'elle. Premier à monter au créneau, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, lui-même boulanger. Il rappelle qu'il ne s'agit pas là d'une boulangerie et dénonce la spéculation sur le pain perdu. Je veux pas que l'artisanat boulanger ait cette image d'avoir d'invendus. Des invendus, c'est un accident de l'économie. Hein. On ne fait pas des invendus pour faire des invendus. Et s'il nous en reste, effectivement, il y a fort longtemps qu'on les donne soit à des associations caritatives, soit à des éleveurs de bétail qui viennent les récupérer chez nous pour nourrir leurs bêtes, quoi. Mais on ne spécule pas là-dessus. On ne va pas revendre du pain de la veille. Je crois que nous, notre intérêt, c'est de fournir du pain frais. Du côté du pain de la veille, où 3 emplois ont été créés, on ne met pas la main à la pâte, mais en avant cette lutte contre le gaspillage. Les invendus vendus sont collectés dans 14 boulangeries nîmoises, une solution anti-crise qui ne mangerait pas de pain. Tous nos partenaires dans ce projet nous donnent gratuitement la marchandise et s'engagent à conserver une journée de moins tous leurs produits en rayon pour qu'ils arrivent ici en produits extra frais. Nous, on donne l'intégralité de ce qui est vendu ici aux associations caritatives qui en ont déjà donc beaucoup plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que plutôt que de jeter et de donner aux animaux, il est quand même préférable que la part de la population qui a très faible revenu puisse quand même être privilégiée comparée aux animaux. Vendus 50% moins cher, les pains et pâtisseries de la veille semblent avoir trouvé leur public. Moi, j'aime bien le pain de la veille, de toute façon. Même si moi, j'achète frais, je le laisse pour le lendemain. Et puis, il y a une économie, qu'on le veuille ou pas aussi. Hein. Moi, j'aime trop le gâteau. Le pain, j'ai pas goûté encore. Bah, s'il est bon. Il n'y a pas de souci, quoi. Tout est donc à faire là de goût. Seule certitude, c'est au final le consommateur qui tranchera. 46% des Montpelliérains jugent le bilan d'Hélène Mandroux plutôt, voire très négatif. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par les étudiants du département de sciences politiques de Montpellier et publié aujourd'hui dans Midi Libre. Seul un tiers des personnes interrogées pensent que le bilan du maire de Montpellier est positif. Au second tour des élections municipales, c'est le maire socialiste qui ferait le plus mauvais score face à l'UMP Jacques Domergue et à l'écologiste Jean-Louis Roumégas. Hélène Mandroux obtiendrait 44% des suffrages exprimés contre 48% pour le candidat déclaré Philippe Sorel. Quant au président de l'agglo de Montpellier, Jean-Pierre Moore, 50% des sondés voteraient pour lui. L'étude a été menée par 70 élèves dans le quartier des Aubes de Montpellier, une zone représentative des votes de la ville, selon le professeur de ces étudiants. Écoutez. C'est un travail qui est réalisé grâce à la motivation, à l'enthousiasme d'étudiants en sciences politiques qui ont l'occasion, donc, dans une expérience comme celle-ci, d'apprendre à faire comme dans la réalité, comme ils le feraient dans un institut de sondage ou dans un laboratoire de recherche. On a testé les 3 candidats potentiels du Parti socialiste face à Jacques Domergue, qui était le candidat au second tour de l'UMP, et à Roumégas, qui était le candidat des Verts à cette époque. Donc c'est évidemment une pure hypothèse. Mais dans le cas de cette hypothèse, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement le candidat socialiste l'emporte largement dans tous les cas de figure, quel qu'il soit, que ce soit Philippe Sorel, Jean-Pierre Moore ou Hélène Mandroux, avec une très large avance. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, sauf grand changement de conjoncture très important dans l'année qui vient, s'il y a une seule candidature de la gauche socialiste et modérée à Montpellier en 2014, elle a de fortes chances, et c'est pas une grande surprise aujourd'hui, de l'emporter. Les Verts font un score très important, et la droite serait, avec un candidat comme Jacques Domergue, dans l'état actuel des choses. Encore une fois, le contexte peut changer, il y aura une campagne électorale, il faut être très prudent avec tous ces résultats, mais autour de 30% des voix.
Et je vous rappelle que les élections municipales se dérouleront en 2014. Ambiance tendue à Béziers à la veille du second tour de l'élection législative partielle sur la 6e circonscription de l'Hérault. L'UMP Eliabou et la socialiste Dolores Roquet vont à la conquête des électeurs indécis. Une campagne privée de débat d'entre-deux tours. Le PS refuse la confrontation avec l'UMP. Reportage Olivier Roiran. Qui viennent tous, de Jean-Marc Ayrault au dernier ministre qu'on ne connaît pas. Je les attends tous. Et les Biterrois les attendent tous à Béziers. C'était dimanche dernier, le candidat UMP gonflé à bloc quand il évoque les soutiens nationaux de sa rivale socialiste. Ce jeudi matin, à 3 jours du deuxième tour de cette législative partielle biterroise, le climat n'est pas apaisé. Les deux camps s'affrontent chaque jour dans la presse. Moi, je suis bien avec les miens. J'ai parlé à cœur ouvert. Comme avec une métaphore médicale, les Biterrois ont fait mon fond de deuil. Ils savent qui je suis. Ils se sont exprimés. Et puis, j'attends leur confiance dimanche prochain aussi. Et d'ici là, la candidate PS doit redoubler d'efforts pour combler ses 15 points de retard. Elle part donc à la chasse aux abstentionnistes comme sur ce marché de Cazoul-les-Béziers. Mais qu'on se le dise, Dolores Roquet se concentre sur cette campagne de terrain en refusant tout débat avec Eliabou. Ça n'était pas pertinent. Et puis débattre avec qui ? Avec le candidat UMP que l'on cache, avec le notable, je n'en suis pas une. Moi, je suis une candidate qui est identifiée sur le plan politique. Je suis la candidate du Parti socialiste. Je le revendique. Et à ce titre, je pensais avoir trop peu de temps pour me consacrer à un débat qui, en termes électoralistes, n'aurait pas rapporté grand-chose. J'en suis persuadée. Et un nouvel obstacle de poids pourrait pénaliser un peu plus la candidate socialiste. Son imprimeur n'a pas pu livrer à temps ses professions de foi. Du coup, les électeurs recevront par courrier un exemplaire unique, celui de l'UMP. Dolores Roquet a décidé de porter plainte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le feuilleton législatif PS-UMP continue dans le Biterrois. De l'aménagement du Lido à 7 au chantier d'insertion pour les jeunes en difficulté. Entre 2007 et 2013, l'Europe finance près de 48 000 projets en Languedoc-Roussillon à travers ses différents fonds, soit une enveloppe de 900 millions d'euros qui est presque entièrement redistribuée, comme cela a été souligné à l'occasion du dernier comité de suivi des fonds européens hier à Carcassonne. Écoutez. Mais derrière, il y a des milliers d'entreprises, 10 000 entreprises qui sont concernées. Il y a notre agriculture, notre viticulture, il y a le port de Sète, il y a des projets de développement, de formation. Nous sommes à une consommation qui nous permet de dire aujourd'hui que la région, nous allons tout faire pratiquement pour consommer dans sa totalité des crédits qui avaient été prévus de 2007 à 2013 pour le Languedoc-Roussillon. Après, nous avons une période 2014-2020 avec des fonds renouvelés, avec une proposition de la Commission européenne en termes budgétaires qui doit être avalisée par les États membres. Et là, on a besoin du soutien des États membres pour cautionner cette proposition et pour mettre à la disposition des régions tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre d'un développement économique et territorial qui permette à la population de maintenir un niveau de vie ambitieux. Mais avant, il est encore temps de déposer les dossiers pour prétendre aux aides européennes jusqu'en 2013. Pour plus d'informations, un site internet www.languedoc-roussillon.eu. À Montpellier, la gare Saint-Roch est en pleine restructuration. Des travaux lancés l'année dernière et destinés notamment à améliorer la capacité d'accueil. Avec plus de 7 millions de voyageurs chaque année, la gare est aujourd'hui saturée. Point de mire de ce chantier à 56 millions d'euros, la grande nef centrale de 12 mètres de haut et 200 mètres de long qui doit accueillir un espace commercial de 2700 mètres carrés. Visite de chantier avec Mouadel Yakabi. Nous ne sommes pas sur la planète Mars, mais sur le chantier de la gare Saint-Roch. Commencé en octobre 2011, la première partie de la rénovation de la gare touche bientôt à sa fin. Elle a concerné le parking et des pauses minutes et devrait être achevée d'ici juin 2013. Toute l'activité y sera transférée pour permettre d'amorcer la deuxième partie du projet avec la transformation du bâtiment central en point d'orgue. Au vu du trafic ferroviaire en constante augmentation, une réhabilitation devenait presque obligatoire. Actuellement, la gare de Montpellier est saturée. On le voit très bien quand on la fréquente. Elle connaît aujourd'hui plus de 6,5 millions de voyageurs par an. Avec le développement du transport ferroviaire, on va vers 8,5 millions de voyageurs par an. Donc il est absolument indispensable de la développer, de lui permettre d'accueillir tout ce trafic et ceci dans les meilleures conditions.
Plus qu'un simple ravalement de façade, la nouvelle gare a été entièrement repensée. De quoi la faire entrer dans la modernité avec une longue galerie de 200 mètres qui reliera le pont de Latte au pont de Sète. La gare Saint-Roch ne sera plus un lieu de transition, mais un lieu de vie. Comme c'est un lieu où les gens passent un petit peu de temps, eh bien qu'ils trouvent toute une série de services, toute une série d'offres qui leur permettent de, en attendant leur train, de faire leurs courses, de récupérer du linge, de déposer leurs analyses médicales, etc., etc. D'un coût de 56 millions d'euros, la réhabilitation totale de la gare devrait s'achever fin 2014. On passe au sport avec Montpellier qui reprend des couleurs. Hier soir à Brest, les hommes de René Girard ont dominé les Bretons chez eux de but à 1. Un premier but marqué par Brest contre son propre camp. Puis c'est Toutaka qui envoie le ballon au fond des filets en début de seconde mi-temps. Le MHSC empoche 6 points en 2 matchs et poursuit sa remontée. Le club montpelliérain est maintenant 11e de Ligue 1. Montpellier qui reçoit Bastia samedi à la Mosson, coup d'envoi 20h. Et en Ligue 2, le Nîmes Olympique se rend à Monaco demain pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Handball, Montpellier se prépare son déplacement à Créteil demain, un match à risque selon Patrice Canaillet, même si le MHB est remonté à la 2e place du classement. Pour le coach montpelliérain, le groupe reste fragile et doit se méfier d'un bon 12e. Le classement ne reflète pas du tout la valeur de cette équipe. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que Montpellier aujourd'hui est une équipe très en convalescence, capable de bonnes choses, mais aussi capable de passer à travers. Donc aujourd'hui, il ne faut pas imaginer que Montpellier est l'équipe et la machine qu'elle a été. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une équipe vraiment en convalescence. Et je pense que la valeur entre les deux équipes n'est pas aussi importante que ça. Ce qui va être très important, nous, c'est de jouer à notre meilleur niveau et de jouer avec le meilleur état d'esprit possible. Créteil-Montpellier, c'est demain, vendredi, au Palais des Sports de Créteil, coup d'envoi 20h30. Initier les élèves des lycées agricoles aux Beaux-Arts, c'est l'objectif de la convention signée entre le rectorat, le musée Fabre et la direction régionale de l'agriculture et de la forêt il y a quelques semaines. Pour les lycéens de cette première horticole de Castelnau-le-Lez, c'était la première visite dans le musée de Montpellier. Pour certains, c'était même la toute première fois qu'ils entraient dans un musée. Jessica Desbois les a accompagnés. Regardez. Reconnaître les fleurs et leur symbolique dans les tableaux, c'est ce que propose le musée Fabre à des lycéens Bac Pro Horticulture. Dans le cadre du projet À fleurs de toile, les élèves décortiquent les compositions florales de quelques peintures le temps d'une visite. La première pour certains. Déjà, la visite au musée leur permet de découvrir une institution culturelle qui est très méconnue de leur part, de la part de leurs enseignants aussi bien souvent. Donc c'est déjà une découverte d'un lieu et des possibilités qui sont offertes par ce lieu. Ensuite, je pense que c'est l'idée aussi de pouvoir s'apercevoir que leurs programmes, par exemple scientifiques, en termes d'horticulture, eh bien, peuvent trouver un écho dans un domaine artistique. C'est un autre regard sur ce qui est leur matériau professionnel, c'est-à-dire d'aborder la production horticole par un regard sensible, artistique et puis historique également, puisqu'on va travailler sur l'histoire des plantes aussi. Au bout de 2 heures, les lycéens ont reconnu ou découvert de nombreuses fleurs tout en apprenant un peu d'histoire de l'art. Mais ils sont surtout entrés dans le musée. Franchement, j'ai pas souvent l'occasion de me rendre dans des musées en France. Surtout des musées comme ça. À la base, les musées qu'on a, c'est des musées un petit peu simples. Tu vois, il est quand même vachement grand, 9000 m², je crois, c'est impressionnant. Non, franchement, c'était intéressant. Vis-à-vis également des plantes qu'avant je connaissais pas, mais même par rapport à la mise en œuvre qu'on peut faire. Tout ce qui est bouquet, fleurs coupées, c'est intéressant. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir quand on y va seul. Donc le lycée l'organiser, c'était une bonne idée. On a pu voir des fleurs qu'on connaissait pas. Cette première visite sera exploitée par les enseignants du lycée dans leurs cours. Suivront 2 autres visites thématiques au musée Fabre, l'une en mars et l'autre en avril. Et on se quitte sur ces images de l'exposition Camille Decossy qui est actuellement à voir à l'espace Bagoué de Montpellier. Le peintre est né au début du XXe siècle dans les Pyrénées-Orientales avant d'étudier à Montpellier. Mais le talent de l'enfant du pays est souvent méconnu. Voilà Camille Decossy, la première expo présentée à l'espace Bagoué de Montpellier, c'est à voir jusqu'au 17 mars 2013. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain 19h30 pour votre journal régional. Passez une très belle soirée sur TV Sud.